Il y a, il y a le droit du travail qui intervient, qui va régir la gestion des ressources humaines. Donc, quand on emploie, par exemple, on fait un entretien, on trouve un arrangement et la personne commence à travailler sans un contrat. Et très souvent, ça, au bout d'une année, les droits de la personne ne sont pas respectés et tout. Ça peut causer de sérieux ennuis à l'entreprise. Donc, on voit tout le temps des entrepreneurs au niveau de l'inspection qui sont convoqués au niveau de l'inspection du travail qui vont dire que voilà, je savais pas que je devais faire ci ou que je devais faire ça. Créer une entreprise, la gérer sous tant des obligations vis-à-vis de vous-même, mais aussi de votre entreprise, mais pas que. Elle génère également des obligations vis-à-vis de l'État. Bienvenue à votre podcast Sur la route. Pour ce numéro, nous allons parler des obligations juridiques des entreprises au Burkina Faso en particulier et en Afrique en général. Et pour cela, je reçois sur ce plateau un spécialiste du domaine, Samira Diallo. Merci d'être là. Merci Aziz. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Toi qui es directrice du cabinet Elite Assistance et Conseil. Alors, pour parler de l'entrepreneuriat et sur le plan juridique, c'est facile ou pas? Déjà, merci pour l'invitation, Aziz. C'est un plaisir pour moi d'évoquer ce sujet aujourd'hui parce que c'est mon quotidien. Au cabinet Elite Assistance Juridique et Conseil, nous sommes constamment dans l'accompagnement des entrepreneurs dans la formalisation de leur entreprise. Donc, je dirais que c'est pas facile. En fait, on en parle régulièrement. Il y a par exemple la maison d'entreprise qui en parle aussi beaucoup. Et en ligne, on a un certain nombre de services. Mais je me rends compte, à chaque fois que j'ai un client devant moi, il me dit toujours, bon, en fait, je ne m'y connais pas. Donc, la plupart du temps, les gens, bon, souvent, il y a des choses que j'ai l'impression que c'est une évidence, mais non, c'est pas le cas. Donc, c'est pas si évident que ça. D'accord. Mais parlons même déjà de l'opportunité de la création d'entreprise parce que nous sommes dans un pays où il y a pas mal quand même qui fait fonctionner dans l'ombre. Hein. C'est vrai. Pendant longtemps, je pense que même aujourd'hui, le domaine informel reste assez dominant au niveau dans le monde commercial au Burkina. Mais de plus en plus, on est obligé, il y a la contrainte en fait de se formaliser, sinon on passe à côté des marchés et tout. Les exigences font que quand on veut se développer, quand on veut atteindre un certain niveau, on est obligé de suivre la loi et de formaliser son activité. Donc, tu conseillerais à quelqu'un qui fonctionne dans l'informel de se formaliser? Oui, de nos jours, je pense que c'est indispensable. Quand on est vraiment ambitieux, il faut formaliser son entreprise, être conforme afin de pouvoir mieux exercer. Je dirais que c'est un domaine en plein essor. Nous assistons à un réel boom, à un certain engouement autour de l'entrepreneuriat, les jeunes surtout. Et comme c'est un domaine qui est de plus en plus accompagné par nos autorités, donc les jeunes sont encouragés à entreprendre. Donc, ça fait que dès qu'il y a une idée, voilà, on court à la formalisation. Il y a vraiment cette motivation-là. Mais en même temps, je constate que presque, bon, je dirais pas au même rythme, mais en tout cas, il y a des sociétés qui naissent tous les jours, mais il y a aussi des sociétés qui meurent tous les jours. En fait, il y a des sociétés qui, juste après la formalisation, après, quand on demande au promoteur où il en est, il dit, bon, il y a eu ci, il y a eu ça. En fin de compte, la société n'existe plus. Donc, certes, il y a plusieurs sociétés qui ne sont pas radiées réellement et cela, ça fait que on n'a pas les chiffres réels du nombre de sociétés qui meurent entre griffes parce que ces sociétés sont peut-être laissées juste en stand-by. Mais je pense que il y a quand même un travail à faire pour s'assurer que, au même rythme que ces sociétés voient le jour, que derrière, il y a des idées solides, il y a vraiment un objet social et un promoteur qui est vraiment prêt avant, voilà, de formaliser. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de questions à se poser autour de cet écosystème-là. Même si on voit les choses bouger beaucoup, en arrière-plan, il y a quand même quelques inquiétudes.
Ça veut dire que le taux de mortalité est aussi très élevé. Oui, assez élevé. Bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que j'avais lu un article où on parlait de 39% au bout de 5 années, je pense. Wow. Ouais, Wow. Donc, c'est plus les jeunes entrepreneurs, ceux qui viennent de se lancer, qui oui, rencontrent c'est ce ça. problème. C'est surtout les premières années. Et je pense que c'est très déterminant. Dès qu'on arrive à passer certaines étapes, on arrive à se stabiliser, bon, la société a plus de chances de survivre. D'accord. Mais à ton avis, quels sont les plus grands obstacles justement qui empêchent la pérennité de ces entreprises-là? Ça, c'est une très bonne question. Bon, moi, je pense que les idées ne sont pas assez mûries. Et entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Donc, les, c'est dans la pratique qu'on se rend compte que, voilà, on avait peut-être un peu trop miroité certaines choses. Donc, face au challenge, parce il faut trouver les financements, il faut trouver le personnel qualifié. Donc, les différents défis au quotidien dans la vie d'un entrepreneur, c'est pas tout le monde qui arrive à passer le cap et à vraiment installer l'entreprise et la permettre de survivre. Mhm. Une fois qu'on a formalisé l'entreprise, quels sont les autres états juridiques qui suivent? En dehors de la formalisation, déjà, quand on a un personnel, il faut faire des contrats avec ce personnel-là. Ça veut dire, il y a le droit du travail qui intervient, qui va régir la gestion des ressources humaines. Donc, quand on emploie, par exemple, on fait un entretien, on trouve un arrangement et la personne commence à travailler sans un contrat. Et très souvent, ça, au bout d'une année, les droits de la personne ne sont pas respectés et tout. Ça peut causer de sérieux ennuis à l'entreprise. Donc, on voit tout le temps des entrepreneurs au niveau de l'inspection qui sont convoqués au niveau de l'inspection du travail qui vont dire que voilà, je savais pas que je devais faire ci ou que je devais faire ça. Donc, il va falloir, pour moi, un entrepreneur doit vraiment se renseigner sur le droit du travail en tant qu'employeur D'accord. et il y a la fiscalité Mhm. et il y a le droit fiscal qui est là. Je pense que tous les entrepreneurs, ils doivent au moins lire le code général des impôts, connaître leurs obligations en matière de fiscalité. Actuellement, je vois qu'on désactive très rapidement les numéros IFU des contribuables. Il va dire, j'ai créé l'entreprise, ça fait juste 6 mois ou ça fait juste 1 an. J'ai pas eu le temps de faire un tour aux impôts ou bien, voilà, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Exact. Donc, quand on est entrepreneur, il y a vraiment un certain nombre de volets où il faut se renseigner ou bien il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner pour être en conformité avec la loi afin de pouvoir, parce que souvent, c'est tout ça qui nous rattrape. On peut être là, par exemple, on décide on est producteur de telle ou telle chose, on produit. Mais le volet fiscal ou bien voilà, le droit du travail et autres, la gestion des ressources humaines, ça peut te rattraper et puis vraiment te bloquer dans ton essor. Donc, je pense que c'est très important dans le fonctionnement de prendre tout ça en compte. Et justement, quels sont les problèmes les plus récurrents Mhm. au plan juridique que tu rencontres lorsque tu accompagnes les petites et moyennes entreprises? J'en vois de toutes sortes, hein, parce que, par exemple, c'est surtout l'absence de convention dans les relations d'affaires entre deux entreprises ou bien entre une entreprise et en particulier. On continue de fonctionner sur les arrangements et on évite de formaliser tout ce qu'on se dit. Et dès que, au début, oui, quand il y a l'entente entre les deux parties, il n'y a pas de problème. Mais après, on revient sur, voilà, moi, j'étais pas d'accord avec ci, j'étais pas d'accord avec ça. Donc, ça pose problème dans le fonctionnement. Donc, je pense que c'est vraiment essayer de mettre sur écrit tout ce qu'on fait et surtout les accords entre les parties. C'est très important de les matérialiser par écrit. D'accord. Tout de suite, tu as parlé de désactivation parce que ce qui tombe tout de suite dans l'imaginaire populaire lorsqu'on parle de formalisation d'entreprise, c'est Mhm. je vais payer les impôts. C'est ça. D'accord. Donc, comment ce processus-là s'enclenche? C'est dès la création de l'entreprise et comment il faut le suivre? Oui, dès la création de l'entreprise, il faut se rendre au service des impôts parce que chaque entreprise est domiciliée dans un service d'impôt par rapport à son siège social. Donc, il faut s'y rendre
et commencer à s'acquitter de ses obligations. Il y a un certain nombre il y a la déclaration d'existence, c'est vrai, à travers le IFU, mais par exemple, les sociétés bénéficient de certaines exonérations, mais faudra par exemple écrire aux impôts pour demander l'exonération, par exemple, de la patente et aussi les déclarations qu'il faut faire. Il y a des déclarations à faire selon ton régime fiscal. Donc, déjà même, il faut chercher selon le régime dans lequel tu es classé, il faut chercher à connaître tes obligations par rapport à ton régime et commencer à te mettre à jour au fur et à mesure. Sinon, on crée l'entreprise, on dépose les documents, une année plus tard, on se plaint parce que voilà, on a désactivé ton numéro IFU. Pourtant, bon, en une année, tu n'as fait aucune déclaration. Bon, c'est compréhensible. Bah, si tu dois donner 3 conseils juridiques à quelqu'un qui vient de créer une entreprise, quels seraient-ils? Conseil juridique. Bon, c'est comme j'avais dit, c'est vraiment de matérialiser ces accords par écrit et parce que selon les entreprises, quand on est dans le domaine alimentaire, il y a des normes à respecter. Quand on est dans le domaine, par exemple, médical, ou je parle par exemple de ceux qui vendent du matériel biomédical et autres, il y a par exemple des agréments. Il faut toujours aller à l'information par rapport à son domaine d'activité pour ne pas faire des choses qui sont contraires à la loi, qui vont précipiter peut-être la chute de l'entreprise. Donc, c'est de s'informer, c'est de matérialiser par écrit tout ce que l'on fait et c'est de vraiment se conformer dans son fonctionnement. Parce que la loi, elle évolue, hein, surtout par exemple en matière fiscale et autres. La loi, elle évolue. Donc, il faut rester informé ou bien il faut s'entourer, par exemple, de professionnels du droit, de la fiscalité, de la comptabilité pour être sûr que voilà, on fonctionne selon les normes. Et justement, c'est ce que tu proposes. Tu Oui, c'est ça. les entreprises pour veiller sur leur fiscalité. Oui, exactement. Ce sont nos services au niveau du cabinet et de l'assistance. Donc, on vous invite aussi à passer nous voir. OK. À quel niveau tu vas placer, par exemple, l'importance du juridique? À la même échelle, par exemple, que la vente et puis le marketing, ou bien en deçà? C'est assez difficile quand même à évaluer parce que on peut pas uniquement se focaliser aussi sur ça. C'est pourquoi je dirais au même niveau. Pas supérieur, OK. mais au même niveau que la vente, que le marketing et tout ça. C'est assez important parce que on a beau être bon quand on veut par exemple postuler pour un marché, qu'on nous demande un certain nombre de documents et on ne sait pas du tout où les trouver. En même temps, c'est éliminatoire. Quand tu n'as pas par exemple les autorisations requises et autres, tu ne peux pas prétendre à ce type de marché. Donc, ton offre, elle est bonne, mais vu que tu ne réponds pas aux normes en matière juridique, fiscale et autres, tu es d'office disqualifié. Effectivement. Donc, pour moi, c'est au moins aussi important. À titre informatif, par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas aux normes au bout de quelques années, quel serait ton conseil? Bon, c'est de régulariser sa situation. Parce que c'est toujours possible de régulariser la situation. C'est vrai, ça peut coûter cher, mais c'est possible de le faire. Il faut trouver comment s'aligner, en fait. De toutes les façons, c'est presque l'unique chemin quand on veut continuer avec son entreprise, perdurer dans son domaine. Il faut forcément se mettre à jour. Et comment ça se passe? Dans quelle hypothèse, par exemple? Il faut, pour se mettre à jour, je dois me diriger où? Comment je dois m'y prendre? À qui je dois avoir recours? Se mettre à jour, par exemple, en matière fiscale ou... Oui, en matière fiscale. Matière fiscale, c'est toujours vers les agents des impôts. Il faut toujours se retourner vers le service des impôts. Déjà pour voir l'état des lieux, ça veut dire avoir un état de sa dette fiscale, par exemple. Et puis, c'est toujours possible d'échelonner, par exemple, ces paiements, les différents paiements, parce que bon, je pense qu'aux impôts, le plus important, c'est de faire ces déclarations à temps. Donc, au niveau des paiements, c'est toujours possible avec les agents de trouver des arrangements pour échelonner, pour régulariser sa situation au fur et à mesure. Oui. Donc, en réalité, rien n'est perdu. On peut toujours. Oui, pas définitivement, en tout cas. Eh bien, toi-même, tu es entrepreneur.
j'ai envie de te demander, ça, à quel moment tu t'es dit, il Mhm. faut que je gère les petites et moyennes entreprises sur le plan des droits? Qu'est-ce qui a été le déclic? Bon, en réalité, c'est venu tout seul, hein, parce que à la fin de mes études, j'étais tout le temps approchée avec des questions. Est-ce que tu peux faire un contrat pour moi? Et qu'est-ce que tu penses de ci ou de ça? Bon, les questions juridiques et aussi fiscales, vu que je suis spécialisée en droit des affaires et fiscalité, ont commencé à venir de mon entourage, des entrepreneurs qui avaient autour de moi. Donc, moi-même, j'ai commencé aussi à approfondir, parce que souvent, entre la théorie et la pratique, il y a souvent un écart. Donc, à approfondir mes connaissances et à accompagner. Et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que le besoin était vraiment réel et très grand. Donc, ce qui m'a amené, je dirais, à me spécialiser aussi dans le domaine pour mieux accompagner. Et comment tu vois l'avenir du domaine du conseil juridique dans les prochaines années? Je pense que le conseil juridique et fiscal a de beaux jours devant lui. Et parce que c'est une société, une petite entreprise ne peut pas s'offrir un juriste à temps plein qui sera payé dans son entreprise, avec un salarié, ne peut pas s'offrir aussi un fiscaliste à temps plein, même un comptable fiscaliste, souvent, c'est pas évident. Au début, c'est vraiment difficile d'avoir cette main-d'œuvre qualifiée là. Donc, se retourner vers un cabinet d'assistance juridique et conseil, c'est de réduire un peu ses coûts par rapport à avoir un employé à temps plein. Donc, je pense que tant qu'il y aura, bon, c'est vrai que c'est pas que les petites et les moyennes entreprises qui ont besoin de ces services, mais en tout cas, les entreprises qui ont besoin d'externaliser ces services-là en réduisant un peu leurs coûts et en les permettant justement d'optimiser leurs charges fiscales et de fonctionner en toute légalité. Donc, je pense que le besoin, il sera toujours là, en fait. Donc, tu es en train de nous inviter à, tu es en train de m'inviter à ouvrir un cabinet de conseil juridique. Pourquoi pas? D'accord. Ben, en tant qu'entrepreneur, si tu devrais retourner peut-être 5 ou 10 ans en arrière, quel conseil tu allais te donner par rapport à ce que tu as vécu jusqu'à présent? J'allais me dire d'avoir déjà plus confiance parce que quand on commence, on a un peu tendance à avoir peur de ce que ça peut donner. Bon, à avoir peur vraiment de faire fausse route et tout. Donc, si je dois retourner 5 ans en arrière, j'allais avoir un peu plus confiance dans ce que je fais. Parce que c'est en fait éviter ce moment de doute là. Parce que quand on commence, on est souvent envahi par le doute. On se dit, est-ce que je ne fais pas fausse route? Est-ce que c'est pas mieux de focaliser plus mes forces ailleurs? Donc, c'est plus ce conseil. Et aussi vraiment, je trouve que dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut vraiment de la patience. Donc, il faut être patient pour pouvoir bâtir quelque chose de solide et de prospère. Une anecdote à nous raconter par rapport à ça? La confiance, éviter le doute, la peur. Bon, je dirais que, par exemple, j'ai eu à peut-être accepter des contrats dont je n'avais pas forcément besoin. Mais je dirais que c'est justement par peur que je me dis, peut-être va toujours en entreprise, travaille pour quelqu'un. Donc, c'est vraiment la peur de complètement se détacher, de se mettre à son compte là et voilà, compter uniquement sur soi-même et Ouais. tout. Donc, je pense que je suis passée par ces périodes-là. Donc, je peux raconter ça. Aujourd'hui, ça me fait rire quand j'y repense, hein. Ok. Ça m'a appris quand même plein de choses. C'était important. Et comment tu te projettes? Et l'entreprise existe depuis combien de temps? L'entreprise est formalisée depuis 2021. Donc, bientôt, ça fait 4 ans. Et je la vois grandir beaucoup plus, avoir un portefeuille de clients plus grand afin et vraiment se spécialiser davantage, quoi. Avoir vraiment des prestations sur mesure de telle sorte que toute entreprise qui a, qui a le cabinet Elite Assistance euh, comme partenaire puisse vraiment se focaliser uniquement sur son objet social de base. Par exemple, si c'est une industrie qui soit focalisée sur leur production, qu'on puisse vraiment gérer tout ce qui est juridique, fiscal autour. Est-ce que tu as une approche féminine ou bien est-ce qu'il y a une perception
féminine de l'expertise que tu proposes à tes clients? Je ne pense pas. Non. Non. Donc, on peut dire que cette pesanteur-là, elle n'existe pas plus aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire. C'est-à-dire que tu es une femme. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas une approche genre, les gens ça ne pose pas problème, il n'y a pas de pesanteur culturelle dans l'appréciation, ou encore dans l'approche de ton travail? Personnellement, je ne le sens pas. Et quelquefois même, j'ai l'impression que quelque part, on commence à avoir plus confiance aux femmes. Je sais pas pourquoi, OK. mais j'ai vraiment l'impression que à des moments, c'est plus rassurant peut-être. Peut-être que on voit vraiment que les femmes aussi, quand elles sont engagées pour une cause, elles le sont vraiment jusqu'au bout, quoi. Donc, personnellement, en tout cas, je ne ressens pas ça du tout comme un frein. OK. Ouais. Eh ben, donc, on vit dans un bon pays, on peut dire que l'égalité est assurée à ce niveau. Ouais, on peut dire ça. Dernière chose à dire? Non. Ah ouais. Eh bien, question traditionnelle chez nous ici. Mhm. Que t'as appris la route? La route. La route m'a appris la patience et aussi la route m'a appris à ne plus trop paniquer quand il y a quelque chose. Ça veut dire, avant, je m'affolais vite. Ça veut dire, je voulais vraiment, quand il y a un défi en face de moi, résoudre tout rapidement le problème. En même temps, j'ai compris que dans le monde entrepreneurial, les défis, c'est pas ce qui finit, quoi. Totalement. Donc, maintenant, devant chaque obstacle, je peux vraiment prendre mon temps et puis gérer de façon efficace et de façon vraiment sereine, quoi, par rapport à mes débuts. Donc, je pense que c'est ce que j'ai appris pour l'instant, parce que le chemin, il vient juste de commencer. J'espère que l'aventure sera belle et tout. Donc, c'est ce que j'ai appris pour le moment. En tout cas, je te le souhaite. Merci énormément d'avoir. Merci, Aziz. C'est vraiment très gentil. C'est un grand plaisir pour moi. À votre prochain numéro. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter celui-là. Merci. Ah ouais.